Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de gestion des accès à privilèges, aussi appelé PAM, donc PAM pour Privilege Access Management, avec Julien Cassignol. Bonjour Julien. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, dans un premier temps, Julien, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Tout à fait. Julien Cassignol, je travaille dans un éditeur de cybersécurité français qui s'appelle Walix et qui est le leader européen des sujets autour du PAM. Alors, PAM, qu'est-ce que c'est ? Alors, le PAM, c'est plein de choses et je pense qu'on pourra en parler très longtemps, mais c'est effectivement la gestion des comptes à privilèges, et le compte à privilèges, il s'agit de savoir ce que c'est, et on peut commencer par l'évidence, le compte route. Route, c'est un compte à privilèges, c'est évident, on peut faire tout ce qu'on veut avec, c'est l'arme thermonucléaire. Le compte domaine admin, sur AD, même chose. Mais c'est aussi un compte applicatif qui peut donner accès à des droits ou à des informations sensibles. Un compte, par exemple, MySQL, qui est pas un compte route, mais où on a des données. Ou encore un compte Twitter, quelque chose qui permet potentiellement d'impacter l'image de marque d'une société. Et tout le principe est de dire comment est-ce qu'on contrôle qui a accès à ces comptes, pourquoi ils y ont accès et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Alors, il y a des grandes fonctionnalités dans ce domaine, quelles sont-elles ? Alors, il y a plein de différents, on va dire, axes dans le PAM. Le marché est venu traditionnellement du coffre-fort de mot de passe. Sous-entendu, je suis un utilisateur, je suis pas censé connaître le mot de passe du compte route, donc je le mets dans un coffre quelque part, et ce coffre va gérer pour moi en fait le secret. Aujourd'hui, n'importe quelle petite société va avoir un KeePass ou quelque chose comme ça, ou vous en allez sûrement avoir des solutions équivalentes pour vous-même. Et donc le marché a commencé par ça. Donc le coffre, mettre le secret sous coffre et en gérer le cycle de vie, c'est-à-dire l'émission du secret, la rotation de ce secret, l'obtention pour des personnes dûment habilitées. Donc déjà, c'est un premier pan. En deuxième pan, on a eu ensuite tout ce qui était gestion des sessions, c'est-à-dire comment j'obtiens un accès à mon compte finalement. C'est plutôt le secret, mais l'entremetteur entre moi et le compte auquel je cherche à accéder. Et du coup, l'enregistrement de cette session, donc l'auditabilité pour des fonctions très simples, c'est l'imputabilité de l'action, d'un point de vue presque législatif. Au-dessus de ça, se sont rajoutées les questions de là, on est toujours dans l'humain, c'est qu'est-ce que le non-humain, est-ce qu'un programme qui accède à un compte de service, généralement, il a besoin de consommer un secret, et si oui, comment est-ce qu'on doit l'auditer? Des fonctions périphériques de gestion du secret au sens brut. Un exemple tout bête, c'est j'installe un serveur SQL quelque part, il tourne avec un compte de service, je mets en rotation mon mot de passe, va falloir que je redémarre mon service. C'est bête dit comme ça, mais c'est compliqué en soi sur un SI où on a des multiples bases de données, ou d'autres services d'ailleurs. Donc il y a plusieurs fonctions comme ça, et ça va jusqu'à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la défense en profondeur, c'est ce que des analystes anglo-saxons appellent le PEDM. Donc concrètement, c'est l'élévation de privilèges et la délégation de ces privilèges. Et l'exemple le plus simple qu'on peut trouver aujourd'hui dans un monde moderne, c'est les sudoers. J'arrive sur un serveur Linux, je suis utilisateur sans droit, je vais élever mes privilèges vers un utilisateur avec des droits, mais c'est comment j'encadre ce processus. Est-ce que je l'encadre avec une approbation? Est-ce que je le fais sur une limitation de droit, un périmètre qui restreint, pour aller encore plus loin dans la gestion du compte à privilèges? Alors juste, est-ce que par exemple l'injection de secrets dans des images Docker qui vont être déployées sur un cluster Kubernetes, enfin tous les problèmes de jetons, de clés d'API, de choses comme ça, qui doivent pas être dans le code, mais qui doivent être présents dans le binaire final qui tourne en production, est-ce que c'est aussi couvert par le PAM ou est-ce que c'est hors scope? Tout à fait, c'est parfaitement couvert par le PAM. Enfin après, je vais faire une réponse de Normand, mais ça va dépendre de qu'est-ce que je considère être le secret. Mais concrètement, une image Docker ou un pod ou un conteneur quelconque qui a besoin d'un secret, la question c'est
pour quel usage? Est-ce que c'est un secret partagé? Si oui, comment je fais pour le sécuriser? C'est-à-dire que si j'obtiens une connexion à un conteneur, je puisse pas le lire. Il y a plein de méthodes pour faire ça. Et là, on est pleinement dans un cas que moi je vais appeler le cas plutôt DevOps, le cas non humain, où je vais devoir encadrer des outils comme Docker, comme Kubernetes, comme Terraform, comme Ansible. Et c'est un cas sur lequel on voit de plus en plus de traction parce qu'il y a de plus en plus de migration vers ces environnements-là. Est-ce que tu inclus aussi dans les comptes à privilèges celui qui détient la carte bleue du compte cloud, je sais pas, Amazon ou Azure, qui est souvent aux finances et à partir duquel on peut tout resetter? Alors, moi je l'inclus, c'est peut-être une opinion qui est à contre-courant parce que pour moi le compte à privilèges c'est par route, c'est ce qui me permet d'accéder à des informations sensibles ou qui me permettent d'avoir un impact sur la sécurité du SI ou sur la sécurité d'ailleurs image et financière de ma société. Donc quand on parle de l'information d'une carte bleue, on est pleinement dans cet axe-là. C'est simplement dire la personne qui peut dépenser 10 millions d'euros sur le compte société de ma compagnie, bah oui, c'est un compte à privilège, comme le compte du PDG en soi qui est pas forcément quelqu'un qui peut faire des actions sur le SI, mais s'il commence à envoyer des mails à tout le monde en disant merci de me payer ou de me donner telle information pour que je vous verse de l'argent, là on rentre dans une logique de phishing et ou d'hameçonnage, pardon. Et donc c'est le compte à privilège, pour résumer, c'est il est à privilège parce que je lui accorde une notion de sensibilité quant à l'accès à l'information. Oui, donc c'est pas simplement des privilèges. C'est pas simplement des privilèges au sens système d'information, hein, comme domaine, comme l'administrateur de domaine ou l'administrateur Unix, mais c'est aussi des privilèges au sens le détenteur de la carte bancaire, le détenteur du compte Twitter officiel de l'entreprise, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on doit définir ce qu'est un compte à privilège. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment informé par une démarche d'analyse de risque. C'est quoi le risque pour n'importe quelle société aujourd'hui de finalement d'avoir quelqu'un qui poste n'importe quoi sur Twitter au nom de la marque. Alors ça va pas durer longtemps a priori parce que ça va être repéré, mais c'est quand même un problème d'image. Et si tout d'un coup le compte de n'importe quelle société écrit voilà, vous êtes tous des nuls, forcément on va se poser la question de l'image et de la confiance qu'on peut avoir pour les gens qui sont à la tête de cette société. Voilà, donc et du coup ça les impacte. Pareil pour celui qui a les comptes Amazon ou OVH. Mais c'est ça, aujourd'hui, un compte, j'ai préféré l'exemple d'OVH, le compte, quelqu'un qui a accès au compte OVH on va dire au compte super utilisateur d'une infrastructure OVH dans une société, il peut effacer des choses, il peut créer des choses, il peut défacer des choses. Mécaniquement, c'est quelqu'un qui, là pour le coup, est plus dans la définition classique du compte à privilège. Tu veux dire que si le compte Twitter officiel d'un fabricant de fusées dit d'acheter du Dogecoin, c'est un abus de privilège? Alors c'est pas forcément on va dire le compte officiel d'un fabricant de fusée, mais de son président, oui. Mais ça pourrait être considéré comme un compte à privilège. Ça devrait d'ailleurs être considéré comme un compte à privilège. Et c'est pas sans rappeler l'actualité d'un président passé à qui on a confisqué pour plein de raisons et notamment des problèmes de mot de passe qui avait fuité, à qui on a confisqué son compte Twitter. Le PAM va pas gérer le cas de l'utilisateur légitime qui déraille quand même, normalement. Alors, le PAM va quand même journaliser. Il va journaliser et il va permettre de revenir derrière. La plupart des solutions aujourd'hui, elles proposent du faire de l'authentification multifacteur. Si je suis sur des solutions typiquement Active Directory ou sur les environnements cloud de Microsoft, j'ai des choses comme du just-in-time, comme des silos d'administration, des choses comme ça. Du coup, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir une démarche qui soit séparée de celle qui m'est poussée par l'éditeur d'un produit? Alors c'est une question un petit peu compliquée et je vais y répondre par de multiples façons. Aujourd'hui, si Microsoft par exemple me fournit du just-in-time ou du MFA ou quelconque méthode d'authentification, ça va être très bien dans un environnement Microsoft. Ok, mais je n'ai pas que des environnements Microsoft. Dans la plupart des SI de France et de Navarre, je vais avoir de multiples environnements, je vais avoir de multiples méthodes d'accès, et ce qui, à mon sens, aujourd'hui, devait être une préoccupation pour les RSSI toujours de France et de Navarre,
c'est comment je gère de manière uniforme l'ensemble de mes accès à mon SI. Et donc typiquement, quand on parle de just-in-time, c'est finalement c'est la notion de l'accès qu'on appelle en anglais outstanding. Enfin, c'est est-ce que j'ai un accès qui est pérenne dans le temps ou est-ce que je l'ai quand j'en ai la nécessité. Et tout le besoin réside dans le fait d'accorder cet accès au moment. Ça peut être des choses aussi simples que qu'il y ait une approbation. Je fais ma demande et j'ai un accès. Ou ça peut être, j'utilise un système type ticketing, je crée un ticket, ça justifie mon accès et c'est approuvé par quelqu'un derrière proactivement. Ou ça peut être, j'élève mes privilèges juste au moment pour que justement ça soit ce dont j'ai besoin. Toute la notion est de dire, dans le cas précis que tu décrivais, en l'occurrence Christophe, ça va servir d'être dans un environnement Azure, pour prendre Microsoft, d'utiliser les primitives Azure, mais ça servira pas si j'ai un système d'information hybride, ça servira pas si j'ai des applications legacy ou enfin anciennes, et mécaniquement je vais vouloir harmoniser ça, et je vais vouloir construire tout ça autour d'une solution qui va me présenter une manière unifiée de, comme le disait Hervé, consulter l'information. Parce que la finalité d'avoir une solution de type PAM, c'est pas tant juste de mettre les secrets sous coffre, c'est de prouver ce qui a été fait, c'est de pouvoir chercher après dedans, c'est de pouvoir l'opposer et de faire du forensic ou de faire de la formation. Quelqu'un qui fait une action d'urgence en production et on veut analyser ce qui a été fait, on veut faire de l'amélioration continue, on va visualiser l'enregistrement, on va voir où ça a pêché et on va pouvoir améliorer le processus de manière continue. Mais alors, comment ça compare par rapport à infrastructure as code? Parce que si toute ton infrastructure, si toutes tes actions d'administration sont en fait des commits, des changements versionnés dans un système avec de l'approbation, finalement, ça remplace le problème fondamental qui est que pour faire des actions aujourd'hui, on a besoin de se loguer sur les machines, de taper des mots de passe, de taper des commandes. Et ça, c'est le... Comment on appelle ça? Le péché originel de l'informatique. Oui et non, parce qu'aujourd'hui une infrastructure as code mettons que tu construises complètement un applicatif avec Terraform, qui est l'exemple usuel quand on parle d'infrastructure as code. À un moment donné, tu vas avoir besoin que tes applicatifs communiquent et tu vas avoir besoin de secrets. Et ces secrets, si tu veux un tant soit peu sécuriser la manière dont ils communiquent les briques les unes avec les autres, tu vas vouloir en gérer la rotation. Et c'est d'ailleurs sûrement les recommandations de certaines agences gouvernementales. Et le propos là-dessus, c'est comment tu fais ça sans une solution qui aille interagir avec ton logiciel quelconque d'infrastructure as code et qui te permette de consommer un secret ou, et c'est ça plus sensiblement, de monitorer un accès. De superviser et d'enregistrer et d'auditer un accès qui est fait par, cette fois-ci, quelque chose qui n'est pas humain. C'est une problématique qui est complexe, mais qui est soluble, à laquelle on peut apporter une solution. Et pour faire ça, la réponse, c'est le PAM. Ouais, mais d'un autre côté, si t'as pas d'humains qui interviennent, enfin, je veux dire, si, comme Nicolas le disait, ce ne sont que des programmes dont, je sais pas, on peut vérifier l'intégrité, qui interviennent. Donc, dans ces cas-là, t'as plus besoin de regarder ce qui se passe, puisque tu sais qu'il n'y a pas d'humains qui administre à la marge. Alors, je suis désolé de le dire, mais je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord pour une bonne raison. Je vais prendre l'exemple le plus bête de quelque chose qui est non humain. Une base de données qui tourne sur un serveur Windows. C'est pas forcément une bonne pratique, mais admettons, c'est un MS SQL. Cette base de données, elle est lancée avec un compte de service. Ce compte de service, il est instancié avec un mot de passe, traditionnellement, dans la base de service de Windows. Ce mot de passe, il est là, en dur. La question, c'est est-ce qu'on voudrait sécuriser ou réduire la surface d'attaque plutôt en le mettant sous rotation? Et si oui, comment? Et là, on est pleinement dans le non-humain. C'est-à-dire que ce service-là, il y a un mot de passe qui permettrait potentiellement d'accéder à des informations sensibles. Dans le cas plus évolué de programmes qui vont communiquer les uns avec les autres, qui vont invariablement, à un moment donné, devoir exfiltrer de la donnée pour qu'on puisse la consommer, la consolider et en faire quelque chose qui apporte de la valeur à la société, au sens d'une société commerciale, on va se retrouver dans une situation où il y aura un secret quelque part. Ou peut-être qu'il y a des accès plus sensibles que d'autres. Admettons, je veux envoyer des informations à mon système de facturation, c'est pas un accès des plus anodins qui soit. Comment je fais?
Et la réponse à ça, c'est de mettre sous contrôle, voire même d'auditer et d'encadrer toute cette typologie d'accès-là. Alors, tout à l'heure, on parlait de gestion des comptes dans des contextes vraiment extrêmement variés, donc, y compris par exemple Twitter, etc. Donc, comment est-ce que tu peux gérer cette problématique de comptes dont finalement tu n'as aucune maîtrise parce que ça va tourner sur des infrastructures qui sont pas les tiennes? Là, sur tout ce qui est Twitter, etc., on va se reposer sur... faut pas réinventer la roue, à mon avis, dans ce genre de projet. Et c'est ça qui est important, je pense, à retenir, c'est que si on invente la roue, invariablement, on va mettre une verrue sur une verrue. Donc, on va se reposer sur les technologies existantes. Dans le passé, quand moi j'ai commencé, il y avait des fleurons de la technologie française qui existent toujours pour certains, qui faisaient ce qu'on appelait du ISSO, du Enterprise SSO. Donc, le fait d'insérer des informations dans une page web ou un applicatif pour générer une authentification. Et donc, le cas Twitter est l'exemple parfait. Finalement, je lancerai une application navigateur en mode kiosque la plupart du temps pour pas enregistrer les choses et pour être confidentiel. Ouais, tu peux expliciter le mode kiosque? Le mode kiosque, c'est vraiment, je suis cloisonné, limite conteneurisé. Ce que je fais, kiosque incognito, il y a rien qui est stocké, les mots de passe saisis sont pas enregistrés, et une fois que la session est fermée, il y a plus rien. Donc, de manière extrêmement simplifiée. Donc, je lancerai cet applicatif sur un serveur distant à travers ma solution de PAM. Cet applicatif, il va être lancé sur la cible en question, donc twitter.com. Il va réaliser l'authentification pour moi avec des secrets que je ne connais pas. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le single sign-on, le SSO, donc l'authentification unique. Et une fois que c'est fait, toutes mes actions, déjà ont été encadrées parce que j'ai le droit d'accéder à Twitter parce que on m'a donné les droits. Le secret, je le connais pas. Ce que je fais est audité et potentiellement peut générer des alertes si je tape des mots-clés ou si je fais des actions qui sortent du périmètre de mon champ d'action. Donc, sur cette typologie de cas-là, finalement, un petit peu la seule solution possible, c'est de mettre sous coffre la clé d'accès à Twitter et d'encadrer la manière dont j'obtiens l'accès. Mais alors, là, depuis tout à l'heure, tu as listé pas mal d'usages, des usages qui sont plutôt des accès sur des comptes applicatifs extérieurs, des accès qui sont des secrets mis dans des programmes, des accès qui sont des comptes administrateurs sur les applications, sur des systèmes. Est-ce que, de ton point de vue, c'est quelque chose qui doit être mis dans un seul coffre-fort commun? Et est-ce que si on fait ça, ça crée pas un risque de point de défaillance centrale où si ça se fait pirater, tous les secrets sortent et ou tout bêtement, si ça tombe en rade, plus personne peut accéder à quoi que ce soit? Alors, c'est une objection qu'on a régulièrement parce que c'est vrai, faut le dire. Aujourd'hui, si on construit un coffre-fort finalement central de l'information, on a le point de vulnérabilité central. Donc il y a plein de solutions à ça. La première, c'est de segmenter, peut-être même de faire d'ailleurs une espèce de notion de silo comme les silos AD, où je vais dédier finalement des solutions de PAM une brique de PAM à un périmètre. Ça peut être un périmètre applicatif, ça peut être un périmètre de typologie d'accès, par exemple les bases de données d'un côté, etc. Ce qui est important, à mon sens, à prendre en compte, c'est que c'est aussi la segmentation des droits que je donne sur les solutions de PAM. C'est-à-dire que le super administrateur d'une solution de PAM, c'est plus l'arme thermonucléaire, c'est finalement c'est Thanos dans Marvel. Il a tous les pouvoirs et voilà, il peut claquer des doigts et ça va pas être bon. Donc l'idée, c'est vraiment de être capable de créer ce système de droits qui me donne accès au strict nécessaire, le construire de manière résiliente, avec peut-être plusieurs nœuds, que ces nœuds aient un sens homogène, et dans la continuité de répartir les accès de manière cohérente. J'espère que ça répond à la question. Donc finalement, la réponse, c'est que il faut que je garde des domaines de sécurité entre mes solutions distincts, si je veux limiter les risques de défaillance catastrophique entre mes différents stockages d'accès privilégiés, même s'ils utilisent tous la même techno. C'est une partie de la réponse, et une autre partie de la réponse serait il y a toujours des notions de bris de glace. Un coffre-fort de mot de passe, c'est intéressant, la valeur sécurité est intéressante,
Maintenant, le risque sécurité est tout aussi, on va dire, effrayant pour un RSSI, parce que le mot de passe, je le contrôle plus et il change tout seul sans que je le sache. Donc la question, c'est comment je fais le jour où ça tombe pour le récupérer. Et là, on est dans une notion pleine de bris de glace où on a finalement cas typique, ça serait j'ai une clé quelque part qui va chiffrer tous mes mots de passe et que c'est sous rotation, je les envoie quelque part par mail ou sur un share, etc. Et enfin sur un partage, pardon. Et lorsque j'ai un problème, j'ai pour le coup une vraie clé sous coffre physique que je peux récupérer pour déchiffrer les accès qui permettent de récupérer l'opération de mon système. C'est une partie de la réponse à la question, mais pour autant, n'importe quelle conduite de projet PAM doit prendre en compte une segmentation selon des périmètres distincts et des périmètres fonctionnels qui correspondent à ce que les utilisateurs en font. Et pour un grand projet comme ça de gestion des accès à privilèges, tu recommandes des architectures réseau particulières, tu recommandes des manières de cloisonner particulières, ou ce qui compte, c'est plutôt la gestion du projet. Qu'est-ce qui est important et comment tu recommandes de s'y prendre? Alors, en termes d'architecture, il y en a plein qui vont dépendre du besoin. On peut parler de choses type architecture active-active ou active-passive, ou des maîtres et esclaves classiques. Ça va vraiment dépendre du besoin, de la résilience et de l'objectif de disponibilité qu'on souhaite. Par contre, dans toutes ces architectures-là, la vraie question, elle est de dire, finalement, quel est l'objectif que je cherche à atteindre? Si je veux mettre sous coffre, en soi, c'est pas quelque chose qui va être complexe en termes de performance, parce que je vais juste avoir quelque chose avec des tâches planifiées qui vont tourner, qui vont mettre sous rotation, etc. C'est traditionnellement fait dans un mode non humain. Par contre, si je veux encadrer les sessions des utilisateurs, là, je suis sur le chemin de mes utilisateurs. Et qui dit session, dit traditionnellement encore SSH et RDP, donc Linux et Windows, avec les débits qui vont bien, avec les problématiques de performance qui vont bien. Et là, il va falloir architecturer la solution en fonction. Et du coup, ça va dépendre de cet objectif primaire que va se définir la personne qui déploie, c'est ce que je veux en faire de ma solution de PAM. Parce que là, il y a bien deux étapes distinctes. Il y a l'authentification et ensuite il y a la traçabilité des actions. Quand tu parles de RDP, par exemple, c'est vraiment un cas difficile. Est-ce que vous faites de l'enregistrement vidéo de session ou est-ce que les commandes sont loguées côté serveur et du sysmon et des trucs comme ça? Alors, le RDP me semble être un point dur. Le RDP n'est pas un point dur en fait, parce que le RDP a ceci de formidable que on peut capter protocolairement les échanges et reconstruire une vidéo. Alors il faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire on va dire faire de la capture vidéo bête et méchante, c'est inexploitable d'un point de vue performance, parce qu'on va se retrouver avec des disques pleins très très vite. Mais toute l'idée, c'est pas juste la vidéo, parce que l'exemple typique dont on parle usuellement, c'est je suis un administrateur, je lance une invite de commande en plein écran, je la déplace en bas de la barre des tâches et je tape une commande. Bah oui, je le verrai pas sur une vidéo. Donc le protocole finalement est intéressant parce que c'est pas juste ce que je vois, mais c'est aussi ce qui circule. Le presse-papier, par exemple, les entrées clavier. Des moyens d'exfiltration comme des trucs bêtes sur RDP, c'est le canal d'impression. J'ouvre un document sensible, je l'imprime sur mon imprimante locale, ça circule tout ça. Donc c'est aussi un élément. Il suffit pas d'avoir, je sais pas, un agent résident ou d'avoir quelque chose qui fasse juste finalement de l'enregistrement caméra bête et méchant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller loin façon de parler, mais dans le protocole pour en tirer la substantifique moelle qui permet à l'auditeur, parce que c'est ça quand même la finalité sur l'enregistrement de session, de dire ce qui s'est passé. Et dire ce qui s'est passé, c'est tout autant ce que j'ai lancé à l'écran, ce que j'ai tapé, les différents processus qui sont lancés, peut-être même le chargement dynamique des librairies où on pourrait voir qu'il y a un truc qui a été injecté, les élévations de privilèges, et ça touche plein de sujets, y compris sur Windows. Donc pour en revenir à la question d'Hervé, qu'est-ce qui fait le succès, ou plutôt qu'est-ce qui fait l'échec d'un projet PAM? Alors, qu'est-ce qui fait le succès ou l'échec? Alors, les échecs, il y en a plein.
On va essayer de commencer par le succès pour commencer sur une note positive. Pour moi, c'est bien définir avant toute chose, c'est quoi l'objectif primaire qu'on veut accomplir. Et un des objectifs que moi je conseille, en qualité étant traînant mes guêtres dans ce secteur depuis quelques années déjà, c'est de se focaliser sur l'audit de ce qui est fait. Parce que, admettons que je connaisse tous les mots de passe de tous les comptes routes de mon SI, ça serait pas bien, mais dans l'absolu, si ce que je fais est enregistré et que je suis capable de réagir et de faire de la remédiation en temps réel, si je fais quelque chose de malicieux, on va le dire comme ça, j'apporte déjà une valeur. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que de mettre tous les comptes sous coffre. Parce que, imaginez, je mets tous les comptes sous coffre, c'est aussi simple que indexer tous les comptes, indexer tous les mots de passe, donc aller enlever tous les post-it de tous les claviers pour pouvoir les mettre dans mon outil de PAM. Ça prend un peu de temps, et ça, c'est généralement source d'échec. Donc, à mon sens, une bonne étape, c'est d'abord d'enregistrer. Finalement, voilà, si j'enregistre, si j'ai une caméra chez moi, par exemple, et que je donne mes clés à Nicolas pour qu'il vienne arroser mes plantes, s'il fait quelque chose qui n'est pas ce que je lui ai demandé, je le saurai. Ensuite, voilà, je mets ma porte, je mets une clé bien sécurisée. Pourtant, si Nicolas la donne à Johan, je sais toujours pas que c'est lui. Donc quelqu'un viendra chez moi, je saurai à terme qui c'est, mais je n'ai pas suffisamment sécurisé. Donc l'étape qu'on suggère après, usuellement, c'est d'aller sur le MF1, Christophe en parlait tout à l'heure. C'est vraiment dire, je veux savoir qui est venu et je veux l'enregistrer. Je veux être sûr que tout le monde ne puisse pas rentrer, mais en plus je veux prouver l'identité de qui rentre. Donc on a mis l'audit des sessions, on a mis le coffre-fort de mot de passe, on a mis le MF1, et là toute l'étape de fin, entre guillemets, c'est l'étape de la défense en profondeur, selon moi, qui est de dire, une fois que imaginons cette fois-ci, j'ai donné les clés à Nicolas est chez moi, j'ai dit d'arroser les plantes, mais rien ne me dit qu'il va pas aller dans mon frigo pour boire un jus de fruits. Moi j'aimerais bien savoir. Non, Nicolas il boit au moins une bière. Il pourra boire une bière chez moi, bien sûr. Mais typiquement, j'aimerais bien savoir que c'est qu'il ne peut pas faire ça, ou pouvoir lui dire qu'il ne peut pas faire ça. Et dans ma métaphore, ça commence à devenir un peu plus compliqué, mais ça serait finalement, j'ai un videur chez moi qui regarde Nicolas, qui voit qu'il ouvre le frigo, qui commence à prendre des capsules et qui lui dit non, pas ça. Et ça, c'est l'élévation de privilège et c'est l'encadrement de l'utilisation de l'accès. Et ça, on va plus loin, on va finalement sur la défense en profondeur. Quand tu parles tu parlais de réaction temps réel et d'encadrement de l'utilisation de l'accès, est-ce que tu veux parler d'automatisation à des détections de violations d'usage légitime, des choses comme ça? Tout à fait. Un exemple très concret. Imaginons que je suis l'administrateur qui réalise les images maîtres de ma société. Donc je sais que le mot de passe c'est Toto 123. Donc moi j'installe une nouvelle image parce qu'on m'a demandé d'en installer une. Et là je me dis, je suis plus malin que les autres, je vais aller sur ma machine et je vais changer le mot de passe pour que moi seul le connaisse. Bon, pas de peau, j'ai mis une solution de PAM sur le chemin, donc je suis obligé de passer à travers, j'y arrive. Et là, je tape passwd, commande sous Linux pour changer le mot de passe. Une solution de PAM peut détecter ça et dire passwd est interdit. Et donc du coup, tuer la commande. Donc on peut être proactif et tuer l'exécution d'une commande qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle est justement interdite. Donc même si l'administrateur connaît le mot de passe de la cible, et par construction, sur une solution de PAM, on peut l'empêcher d'accéder autrement qu'à travers la solution de PAM. Ça répond à la question, Christophe ? Mais du coup, si je comprends bien, la solution de PAM, enfin de gestion des accès privilégiés, c'est l'incarnation moderne du bastion plus le coffre-fort de mot de passe. Est-ce que c'est autre chose ? Alors, j'ai essayé d'éviter jusque-là le mot bastion, mais il n'y a pas de problème, je peux en parler. Mais ça va même plus loin parce que ça rentre aussi en concurrence avec toutes les solutions de double authentification intelligente. Bah oui, parce que aujourd'hui, quand on parle bastion, aujourd'hui, finalement, on dit point d'accès central. C'est un peu comme ça qu'on va décrire un bastion. Le bastion, c'est pas juste un point d'accès central, c'est aussi un outil d'orchestration. D'orchestration de rotation de mot de passe par exemple. C'est aussi un outil de supervision, typiquement des commandes malicieuses. C'est un outil d'audit évidemment. Comme le disait Hervé, c'est un outil qui va me permettre de faire ma preuve d'authentification, ma preuve d'identité.
et donc m'assurer l'imputabilité des actions. C'est un outil qui peut me permettre d'encadrer les accès, comme je disais, non humains. Et donc tout ce qui vient de machines qui va pas utiliser du MFA, qui va pas utiliser ce genre de primitive-là. Donc il y a plein d'usages qui sont périphériques finalement à une solution de PAM, qui relèvent soit du renforcement de la sécurité, soit du confort utilisateur, parce qu'il faut pas oublier que dans tous ces projets-là, le frein principal, c'est l'utilisateur, celui qui il est habitué, il a son client SSH fait en République tchèque dans les années 90 qu'il aime depuis 80 ans, il va continuer à l'utiliser et bah oui, on pourra pas le faire changer comme ça. Et c'est lui qui sera celui qui va dire non au projet. Et or c'est lui qui va le consommer en premier lieu, donc il faut l'accompagner là-dedans. Et comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as besoin, par exemple, d'installer un logiciel sur les machines qui sont administrées? Tu parlais, par exemple, d'interdire la commande passwd. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose en local qui se rend compte que tu es en train de taper passwd? Ou est-ce que c'est un peu comme un reverse proxy qui va analyser ce que tu es en train de taper et qui ne va pas l'envoyer si ce que tu tapes n'est pas autorisé? Alors, il y a deux grands axes sur le marché, sur cette typologie de technologie qui est la gestion des comptes à privilèges. Il y a des solutions qui sont historiquement issues du monde finalement de la gestion de session et qui vont supporter non pas un système d'exploitation mais un protocole SSH, RDP, VNC, Telnet, ce qu'on veut. Et il y a des sessions qui sont issues plus du monde du coffre-fort et qui là vont nécessiter un agent pour l'enregistrement de session. Donc, pour répondre à la question très simplement, on n'est pas obligé d'avoir un agent, avec toutes les contraintes que ça implique de maintenabilité et de déploiement et de mise à jour. On peut gérer ça de manière protocolaire. Chaque solution a ses inconvénients et ses avantages. Et l'idée, c'est que, par exemple, pour l'exemple que tu citais, passwd, si je suis en rupture protocolaire, finalement en man in the middle, et je sais pas comment on le dit en français, je suis désolé. Le singe intercepteur. Voilà, le singe intercepteur. Au milieu de la communication. Voilà, si je suis au milieu de la communication, je préfère, merci. Je vais me retrouver à faire cette rupture protocolaire et à pouvoir analyser le flux. Et si j'analyse ce flux, je vais voir passwd. Donc je vais pouvoir dire non. Si je suis en mode agent, bah là effectivement je passe à travers ma solution et j'arrive à ma cible et c'est mon agent qui va faire cette opération. Donc la question c'est de dire où est-ce qu'on veut voir cette opération et quel est le niveau de finalement de déploiement qu'on s'autorise à faire, agent ou non agent, et par là même le niveau de finalement de coût qu'on s'autorise à avoir sur un déploiement d'un tel projet. Alors justement, en parlant de déploiement et de projet, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre quand on se lance dans un projet PAM? Alors, la première est la plus évidente et qui vient d'un passé douloureux, on va le dire comme ça, c'est ne pas croire que c'est simple d'indexer tous ces comptes à privilèges et de les mettre sous coffre. Parce que c'est pas simple. Parce que je citais l'exemple Twitter, très souvent les gens ne considèrent pas ça comme un compte à privilèges. Or, pour moi, ça l'est si on est une entreprise visible, on va dire comme ça. Si on est la teinturerie de Madame Michu, a priori, ça pose pas trop de problème, elle aura pas de compte Twitter. Mais par contre, voilà, si on est une entreprise du CAC ou très connue, ça pose problème. En plus de ça, la question, elle est de dire c'est quoi un compte à privilège? Est-ce que, comme je le disais au début, un compte root c'est évident, mais un compte, un compte Apache, est-ce que c'est un compte à privilège? Ça dépend à quoi il a accès, et ça dépend ce qui peut permettre d'exfiltrer. Et un compte utilisateur, même chose. Le compte de Julien sur le SI de ma société est probablement un compte à moyen privilège. Par contre, le compte de mon PDG est un compte à haut privilège parce qu'il a accès à tout. Pourtant, ça reste un compte utilisateur lambda. Et donc, les échecs, pour moi, l'échec principal, c'est de savoir mettre le curseur. C'est de croire qu'on peut indexer ça simplement. Ensuite, en plus de ça, c'est comme je disais un petit peu sur mon mode de déploiement idéal, c'est comment je veux le faire et quelle est la valeur immédiate que je veux apporter. Faut pas l'oublier, les gens qui font ce genre de projet, comme en sécurité, le retour sur investissement il est très dur à estimer. Donc qu'est-ce que je peux justifier auprès de mes décideurs et comment je peux leur montrer l'intérêt. Et si je ne justifie pas tout de suite le besoin que j'ai
de prime abord, par exemple l'imputabilité des actions, l'auditabilité des actions, je vais avoir des difficultés à leur montrer une valeur immédiate. Et en troisième échec qu'on voit très souvent, c'est la confusion que l'accès à privilège c'est un accès humain. Non. On prend dans tout ce qui est appelé un OT ou industriel, il y a plein d'accès qui se font sans personne pour remonter de l'information, pour faire des opérations quelconques, et ça peut se faire en plus sur des technologies qui sont un petit peu antédiluviennes, on pense à du Windows XP ou des choses comme ça. Donc il faut considérer toutes les typologies de périmètres, et c'est pas facile, mais il faut se fixer un objectif primaire, et à mon sens le plus simple c'est l'auditabilité. Alors il y a deux choses dans ce que tu viens de dire qui m'interpellent. La première finalement c'est si j'ai tant de profils différents d'usage, peut-être qu'il est plus sage de pas essayer de tous les mettre dans le coffre dès le début, mais de faire du diviser et conquérir, de les prendre cas par cas et de leur prouver que ça a marché chez le voisin, plutôt qu'essayer de tout gober d'un coup. Mais surtout, t'as parlé sur les accès industriels ou sur des accès applicatifs legacy, parce qu'il y a plein d'organisations qui ont encore des accès 3270 sur Telnet avec des mots de passe limités à 7 caractères. Ok, quand c'est un être humain qui accède sur un terminal, je vois bien comment on peut changer le mot de passe. Par contre, si j'ai mon application qui utilise des vieilles credentials, des vieux logins mots de passe qui vont taper dans une base de données historique, comment est-ce que je peux déporter ça dans un système de gestion d'accès? Il faut que je réécrive mon application? Alors pas forcément, et c'est là où on rentre dans des logiques de app to app, enfin de application to application ou application vers application en français. Typiquement, quand j'ai une application comme ça, c'est probablement une application qui effectivement, ce qu'on pourrait dire legacy, c'est un truc un peu vieux qu'on veut pas toucher parce que sinon ça va tomber en rade. Un exemple que moi j'aime bien, qu'on voit dans les solutions innovantes aujourd'hui, c'est alors ça marche particulièrement pour les applications Unix, c'est d'utiliser Fuse, d'utiliser un file system virtuel vers lequel on va pointer l'applicatif. Et cet applicatif va lire sa configuration dedans. Sa configuration stocke le mot de passe. Mais comme on utilise un file system virtuel, on va intercepter cet appel et on va faire un appel au coffre-fort. Et en faisant ça, l'applicatif, le fait de le changer ou de ne pas le changer, on neutralise ce problème. Tout en apportant la valeur sécurité que le mot de passe du coup est sous rotation, est enregistré, etc. Est audité dans la longueur. Donc c'est un exemple. Maintenant, faut être honnête. Ça marche dans certains cas, ça marchera pas dans tous. Il y a plein de contraintes et il n'y aura pas de risque zéro. Il y aura toujours des applications legacy où je pourrais pas faire mieux que les mettre derrière 4 firewalls et de tolérer le fait qu'il y a un mot de passe quelque part. Et du coup, dans cette application, je suis un petit peu obsessionnel, mais qu'est-ce que je dois regarder si demain je veux mettre en œuvre une solution de gestion des accès privilégiés sur le plan sécurité? Qu'est-ce que je dois regarder comme point sensible du système? Alors, les points sensibles du système. Premièrement, est-ce qu'elle utilise des secrets qui permettraient de faire des mouvements latéraux, qui permettraient de réaliser des opérations qu'on ne veut pas voir être réalisées? Première étape. Donc typiquement, si ça me permet de faire ça, ça me permet de me positionner en tant que pirate et de faire autre chose. Donc je vais regarder ça et je vais contrôler tout ça. Si maintenant je me rends compte qu'il y a un secret qui est effectivement de cette typologie-là, qui me permet soit de faire des mouvements latéraux, soit d'accéder à des informations dites sensibles, je vais essayer de les mettre sous contrôle. Les mettre sous contrôle, ça va dépendre de la technologie de mon applicatif. Si c'est une technologie relativement moderne, surtout en termes de système d'exploitation, je vais pouvoir mettre en œuvre les solutions que j'ai citées avant, type file system virtuel si j'ai pas envie de modifier, ou sensiblement modifier la façon dont l'applicatif se lance pour injecter un mot de passe que je récupérais depuis un coffre. Deuxième étape. Troisième étape, regarder ce que l'application fait en termes d'accès. Parfois, certains applicatifs, type, je pense à des notions de déploiement ou de virement bancaire, on veut pouvoir contrôler et savoir l'information qui circule à des fins juste de preuve. C'est bête et méchant, mais imaginez, vous êtes l'État, vous virez l'argent à tous les fonctionnaires, vous aimeriez bien savoir que l'ordre de virement que vous avez passé, c'est bien le bon, et le vérifier a posteriori. Donc là, typiquement, c'est même plus le fait que j'ai un accès à privilège qui me préoccupe, c'est le fait que ce que j'ai transféré avec
est la bonne chose. Et je veux le mettre sous coffre, et limite scellement, c'est-à-dire imputabilité, eurodatage, etc., pour pouvoir le prouver et aller jusqu'à l'opposition en justice. Parce que ça peut en arriver là. Mais du coup, ces traces, elles ont une valeur légale? Parce que dans le cas d'une perquisition, ce genre de choses, par exemple, il me semble qu'il faut suivre des procédures assez strictes pour pouvoir être opposable devant un juge. Non, mais c'est pas très difficile de respecter les bonnes procédures pour être opposable, en tout cas utilisable, pour rester en justice. Ça, pour moi, c'est non-répudiation, redatage, enfin voilà, intégrité de la donnée. Et pour l'anecdote, j'ai déjà effectivement, pour répondre à la question, Nicolas, croisé un cas où un utilisateur d'une solution de PAM, dont je tairai le nom, a été accusé d'actes malicieux et d'actes malveillants. Malveillant, oui. Pardon. Parce que malicieux, ça fait sourire, mais c'est pas très dangereux. D'actes malveillants, merci. Et on a pu prouver que ce n'était pas malveillant, hein, que c'était en fait tout simplement le système avait mal fonctionné. C'est là où c'est intéressant, parce que justement les systèmes de contrôle des accès à privilèges, les gens qui ont des privilèges doivent les voir comme une sécurité pour eux-mêmes. Alors oui, c'est intéressant, mais c'est souvent pas vécu comme ça quand même. Ah mais c'est pour ça que j'insiste, pour qu'ils comprennent que c'est dans leur propre intérêt. C'est dans leur propre intérêt pour plein de raisons, mais notamment, effectivement, pour celui-là, c'est que on a, sur le marché, on a plein de clients qui utilisent des choses, de manière différente. La preuve et la sécurisation de l'utilisateur au regard de la charte informatique et de la politique de sécurité en est une. Mais il y a des choses aussi bêtes que dire qu'on a toujours des gens qui sont plus compétents que d'autres dans les équipes sur tel ou tel sujet, et le fait de pouvoir regarder ce qu'ils ont fait pour apprendre, ça a l'air bête comme ça, mais c'est un facteur d'accélération de transfert de compétences. Et on dépasse le statut de la sécurité quand on dit ça, mais pourtant ça apporte une valeur immédiate qui est perceptible par l'utilisateur. Donc ça apporte aussi une réponse à cette remarque-là qui est j'ai pas envie d'être fliqué fondamentalement. Et donc, quelle confiance on peut avoir dans ces solutions? Est-ce qu'il y a eu des validations externes, justement? Est-ce qu'il y en a qui sont approuvées par le FBI? Est-ce qu'il y a des revues de code? Est-ce que tout est écrit en Rust? Enfin, je sais pas. Quand on a un outil de sécurité, et souvent, une des questions qu'on se pose, c'est quelle est la surface d'attaque supplémentaire que ça ajoute dans mon système d'information? Alors, je vais pas répondre sur Rust parce que, étant roux moi-même, tout ce qui est rouillé, ça m'intéresse pas trop, mais le propos, c'est dire... oui, il y a des certifications. Oui, il y a des profils des profils de protection au sens critères communs, des choses comme ça. Il y a un CSPN, un certificat de sécurité de premier niveau qui est délivré sur des problématiques de type enregistrement de session, encadrement de l'accès aux comptes à privilèges. Donc oui, il y a des solutions qui le sont, dont celle de Wallix évidemment. Maintenant, la question, c'est dire est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Oui, parce qu'on oublie un peu tous ceux qui ont échoué au CSPN, puisque justement, ils l'ont pas. Oui, ce qu'il faut penser, c'est que l'équipement, aussi sécurisé soit-il à la sortie, il faut le configurer correctement, il faut le gérer dans la durée, il faut pas faire n'importe quoi avec les accès dessus, c'est-à-dire que c'est un équipement, pour reprendre la terminologie Microsoft, de tiers zéro, c'est-à-dire qu'il donne accès à tous les autres. Et il faut s'assurer, en fait, à partir du moment où on utilise quelque chose sur lequel tout le reste de la sécurité repose, c'est le principe de la Trusted Computing Base, c'est que ce truc-là est important et il doit être géré comme un joyau de la couronne. Et c'est pas un substitut à faire de la sécurité, parce que trop souvent on voit la démarche en se disant « Ouh là là, je contrôle pas les postes de mes admins, les gens font n'importe quoi, je mets un bastion, puis après j'oublie tout ». Alors déjà, les admins, ils tapent les mots de passe sur des postes, donc forcément, s'ils sont récupérés, ils sont récupérés aussi sur leur poste, même s'il y a un bastion au milieu. Et deuxièmement, le bastion, il faut le maintenir dans la durée. Il faut s'assurer qu'il soit correctement sécurisé, qu'il soit correctement supervisé, que les logs qu'il produit soient regardés, parce que si personne les regarde... Et donc, comme toujours, ce qui fait la différence, c'est l'exploitant. C'est celui qui gère le bastion. Ce qui fait la différence, en fait, c'est de déployer une solution de sécurité comme une brique dans une logique et une architecture de sécurité qui a été pensée par rapport au fait de déployer un truc miracle qui va me dispenser de l'effort de penser.
n'y a pas de solution miracle, et il n'y a pas de solution miracle pour une bonne raison, c'est que au final, quelles que soient les raisons pour lesquelles je mette en place une solution de PAM, on va se retrouver dans une situation où si elle est mal exploitée, mal configurée, mal définie, si je donne une clé d'API à quelqu'un qui donne accès à tous les mots de passe, c'est fini. Et simplement, c'est une opération de supervision, de maintien en conditions opérationnelles qui se spécifie, qui s'encadre, qui se fait selon des bonnes règles. Le niveau de risque associé à telle ou telle typologie d'accès, c'est quelque chose qui est pas figé, qui va évoluer, parce que l'applicatif va évoluer, parce que la donnée va évoluer, pardon. Donc évidemment, c'est pas magique, et le plus important à mon sens, c'est déjà de suivre les recommandations d'une part de l'industrie, d'autre part du législateur en fonction des objectifs de sécurité, et d'autre part des bonnes pratiques. Et tout ça, c'est un projet qui est pas forcément un projet au long fleuve au sens coût, mais qui est un projet qui mérite de s'y pencher en avance de phase, en y réfléchissant bien, et de pas le prendre par le mauvais côté. Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter autre chose en mot de la fin. En mot de la fin, que ça fait bizarre de ne pas vous écouter, mais de vous parler. Je pense que c'est un bon mot de la fin, parce que je vous écoute régulièrement. Félicitations. Le vrai mot de la fin, c'est pour tous les auditeurs, mettez en place une solution de gestion des accès à privilèges. C'est absolument indispensable. Merci Julien pour ta participation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.